Coup d'envoi des municipales, Michel Dornano, candidat à Paris. 400 000 électeurs demain pour 7 élections législatives. Barrage de Nossac, la colère des paysans. Guy Drut conserve sa médaille pour sa radiation éventuelle, décision dimanche. 5 candidats pour un seul concours, c'est le dossier de notre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En désignant M. Dornano, le ministre de l'Industrie et de la Recherche, comme candidat à la mairie de Paris, le président de la République et le Premier ministre ont véritablement lancé la campagne des élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Cette décision provoque quelques réactions amères dans la majorité, comme celle de M. de la Malène, UDR, prétendant lui aussi au fauteuil de maire, qui se déclare étonné, ajoutant que cette candidature ne fait que s'additionner à un certain nombre d'autres. Dans l'opposition, on réagit avec ironie. Communistes et socialistes sont d'accord pour penser qu'en présentant ainsi son candidat, le président a renoué avec un procédé datant d'un autre siècle. Comme sous l'Empire, explique le socialiste Georges Sarr, M. Dornano est le candidat officiel et sa candidature prend l'allure d'une restauration. Communistes et socialistes ajoutent que, de leur côté, ils préparent ensemble une liste cohérente. En mars prochain, les Parisiens éliront donc pour la première fois un maire à part entière, un homme qui aura une importance politique certaine. Le conseil municipal de Paris est le seul conseil de toute la France qui change de patron tous les ans. En effet, chaque année, les 90 membres du conseil de Paris élisent leur président. Un an, c'est court, mais c'est suffisant pour recevoir les chefs d'État étrangers, remettre des médailles, présider les séances. Car le président du conseil de Paris n'a pratiquement aucun pouvoir, il n'a même pas droit de regard sur l'exécution de son budget. Demain, sans doute, la fonction de préfet de Paris disparaîtra, car le maire de Paris, à partir de son élection en mars 77 pour 6 ans, sera à la fois responsable du vote et de l'exécution de son énorme budget. C'est pourquoi la bataille pour une si haute responsabilité s'annonce extrêmement rude. En principe, pour le premier tour de l'élection, le 13 mars, Michel Dornano conduira une des 18 listes uniques de la majorité à Paris et aura une autorité morale sur toutes les circonscriptions. La gauche refuse de personnaliser l'élection du maire de Paris, mais elle essaiera, elle aussi, de ne présenter qu'une liste dans les 18 circonscriptions de la capitale. Au lieu de 90 conseillers, il y aura 109 conseillers municipaux de Paris, avec un véritable pouvoir sur la ville, excepté la police, qui relèvera toujours du préfet de police. Après le deuxième tour de l'élection, qui se fait au suffrage universel, le 20 mars, les 109 élus choisiront leur maire, le premier maire de l'histoire contemporaine de la ville, qui deviendra à coup sûr l'un des principaux personnages de l'État. Les désignations pour les élections municipales provoquent aussi des remous et des grincements de dents dans l'opposition. Hier soir, je vous parlais, vous vous en souvenez sans doute, de la nomination par le PS, Parti socialiste, de M. Charles Hernu, l'un des principaux dirigeants socialistes, à la tête d'une liste d'union de la gauche à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Et comme vous pouvez s'y attendre, les communistes protestent. Ils estiment, je les cite, qu'il s'agit là d'une manifestation personnelle, manquant de sérieux et étrangère aux pourparlers actuellement en cours. Il faut savoir qu'aux dernières élections, en 1973, à Villeurbanne, les communistes avaient obtenu plus de voix que les socialistes. Demain donc, en France, auront lieu 7 élections législatives dans lesquelles se présentent de nombreuses personnalités, dont l'ancien Premier ministre lui-même, M. Jacques Chirac. Dès demain soir, 20h, dans notre journal, la rédaction d'Antenne 2 essaiera de vous donner les toutes premières indications de vote. Et puis, dans une édition spéciale, à partir de 21h25, les envoyés spéciaux d'Antenne 2 vous donneront tous les résultats. Et à Paris, dans nos studios, aura lieu entre un certain nombre de personnalités de l'opposition et de la majorité débattront de ces élections partielles. Un scrutin dont il est difficile de dire jusqu'à quel point il a véritablement valeur de test. Eh oui, test national ou pas? Eh bien, regardons les chiffres. 7 circonscriptions, en tout 400 000 Français, un Français sur 60. Apparemment, ce n'est pas très significatif, d'autant que tous ces sièges appartiennent à des hommes de la majorité, pour la plupart ministres de surcroît. Il est donc tout à fait vraisemblable qu'au moins 5 d'entre eux, sans doute 6, peut-être même les 7, vont retrouver leur siège. Le visage du Parlement n'en sera pas modifié et nous en serons quittes pour attendre mars 78. Alors le niveau d'analyse va se situer sur un autre plan, avec les réponses à 4 questions. 1. La majorité est-elle en train de reprendre du poil de la bête? 2. Que vont donner les jeunes loups du PS? Y a-t-il encore un courant, celui des cantonales, pour les porter à gagner, sinon aux dépens de la majorité, du moins au détriment du PC?
3. Les communistes ont-ils enrayé un certain tassement? Le 22e congrès va-t-il commencer à porter ses fruits? 4. Jacques Chirac sera-t-il élu au premier tour? Si oui, ce serait la confirmation que le chiracisme est une force politique de première importance. 4 réponses qui n'auront de valeur que si on répond positivement à une autre question. Cette France partielle va-t-elle se mobiliser? La participation, en dehors de toute dramatisation, sera intéressante à suivre. Réaction en chaîne à l'intention américaine de s'élever contre toute nouvelle hausse du pétrole brut, augmentation pourtant prévue à la fin de l'année. Au Venezuela, on déclare que l'augmentation du pétrole est un ajustement auquel les pays exportateurs ont droit. Et l'on ajoute qu'il ne s'agit pas du tout d'un caprice. Au Koweït, on estime que les avertissements américains représentent une tentative de dresser les pays du tiers-monde contre les producteurs de pétrole. Les États-Unis vont consulter les pays consommateurs du monde occidental, donc la France, qui jusqu'à présent a toujours préféré le dialogue à la confrontation avec l'OPEP. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction officielle. Pourtant, en Égypte, où il est actuellement en voyage, le Premier ministre, M. Barr, a tout de même apporté un début de réponse. Le pétrole a tenu une place importante dans cette première journée. D'abord, Raymond Barre a visité l'Institut du pétrole. L'Égypte, modeste producteur, 17 millions de tonnes cette année, entend multiplier les prospections pour arriver à 50 millions en 1980. La France est intéressée par les prospections et déjà des accords ont été conclus avec des groupes comme El Ferra. Pétrole encore, mais cette fois prix, après la réaction américaine concernant une possible augmentation du brut. Raymond Barre a fait valoir ses thèses aux dirigeants égyptiens non membres de l'OPEP, mais dont la voix dans le monde arabe, on le sait, est écoutée. Sa thèse, c'est qu'une nouvelle augmentation est néfaste non seulement aux pays développés qui devront réduire niveau de vie et production, mais aux pays qui s'industrialisent et qui achètent des équipements aux pays à qui ils vendent justement le pétrole. Ils y perdront donc sur 2 tableaux, on leur achètera moins de brut et on leur vendra moins de biens d'équipement. Mais une hausse serait encore plus catastrophique pour les pays pauvres non producteurs de pétrole qui, eux, y perdront sur toute la ligne. Le Premier ministre français aura sans doute l'occasion d'en reparler directement avec le président égyptien Anwar el-Sadat qu'il rencontre lundi. Il est difficile d'être contre la construction d'un barrage qui servira à alimenter en énergie toute une région. C'est ainsi que parfois l'intérêt général se heurte à des intérêts particuliers qui ne sont pas pour autant négligeables ni méprisables. C'est le cas actuellement à Nossac en Lozère, une région particulièrement déshéritée où l'on veut édifier un barrage qui aura pour conséquence d'inonder à peu près les seules terres fertiles du département. Village contre barrage, l'affaire dure maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Comme vous pouvez le constater, il y a 1280 hectares qui vont être immergés. Le niveau de l'eau atteindra la base du clocher. Ce qui veut dire que ce sont uniquement des prairies, des pâtures et des champs. Il n'y a pas de landes, très peu de landes. Ça représente environ 150 personnes. Vous me direz que, pour la Lozère, que c'est très peu, mais pour la Lozère, c'est quelque chose d'énorme. En effet, lorsqu'on sait qu'il part actuellement 1000 personnes par an de Lozère, ces 150 personnes correspondent aux 100 emplois qu'il faudrait créer chaque année. L'hémorragie démographique est encore plus accusée que dans le reste du département, du fait de l'existence de ce projet qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Et tout ça c'est à nous là, tout ça c'est à nous là. Et ça sera perdu. Et ça sera perdu. Hein? Ça sera perdu. Vous avez combien Et il y a 40 bêtes à cornes là, et puis il y a 300 moutons l'été là-dedans. C'est pas honteux? Et ouais. Mon fils, il a acheté une propriété, là, il a fait des emprunts et tout. Et avec quoi il va payer? On va l'éliminer, c'est le meilleur de toutes ces terres, là où il faudra rembourser les emprunts, avec quoi? Eh bien, on va se battre avec la Sommival. Ils sont rentrés par la force, ils nous ont matraqué à coups de trucs, là, hein? Femmes et gosses et tout à rouler dans le ravin. Est-ce qu'on est en République ou quoi? Hein? C'est suffit? Il y en a marre. On se battra jusqu'à la fin. Dans ce département pourtant dépeuplé, il ne faut pas longtemps pour regrouper un maximum de paysans mécontents. Nous avons pu le constater samedi à Mende. Leur inquiétude peut se comprendre, il y a d'autres barrages en France dont le rôle se borne aujourd'hui au maintien de plans d'eau pour touristes, faute d'un remplissage rapide.
Quand on sait qu'à Naussac, il faudra pomper mécaniquement de l'eau dans l'Allier, on est en droit de se poser des questions. La société responsable du projet affirme pourtant qu'elle tiendra ses promesses concernant tout à la fois l'efficacité technique, le dédommagement des riverains expulsés et l'aménagement touristique de la région. Il y a plusieurs possibilités. Des activités touristiques en utilisant le lac de Naussac, avec les possibilités qu'il donne pour faire de la voile, y construire des résidences tout autour. Des possibilités de petits développements industriels, par exemple dans la zone industrielle de Langogne. Et là aussi, Samival, qui a une activité dans le domaine de la promotion industrielle, pourra, si nous trouvons des candidats, s'intéresser à ces problèmes et essayer de construire des usines et de créer des emplois à Langogne. Oui, il est évident que quand on veut faire avaler un projet, quand on veut le faire accepter par une population, on prétend qu'il y aura des avantages pour cette population. Mais pour la population de Naussac, le tourisme ne l'intéressera pas, puisque si jamais le projet de Naussac se réalise, cette population ne sera plus là. Navigation à voile et farnienne sur la plage artificielle, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce sont plutôt les bulldozers face à la terre cultivable. Se fera-t-il, ne se fera-t-il pas ce barrage? Pour la Sommival, les travaux commenceront en avril prochain pour finir dans 3 ans. Et pour les défenseurs de la vallée, le recours déposé en Conseil d'État devrait tout remettre en question. Souhaitons en tout cas aux agriculteurs menacés d'expulsion depuis 20 ans qu'il ne leur faille pas autant d'années encore pour être définitivement fixés sur leur sort. Guy Drut, exclu à vie de toutes les compétitions mondiales. C'est la décision que la Fédération internationale d'athlétisme a toutes les chances de prendre demain à Amsterdam où elle se réunit. C'est-à-dire, on sait déjà que Guy Drut gardera sa médaille d'or, les faits qui lui sont reprochés étant postérieurs à sa victoire olympique. Ces faits, c'est essentiellement sa déclaration affirmant qu'il était devenu un amateur professionnel, si je puis dire, et très bien payé. Ce n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, personne ne l'avait dit ouvertement. Depuis d'ailleurs, Guy Drut est carrément passé professionnel et la décision qui sera prise demain matin ne semble plus du tout, mais vraiment plus du tout le concerner. Je pense que c'est normal puisque j'ai dit que j'avais rompu les statuts amateurs. Je pense que c'est là. Quand j'ai pris ma décision, je savais, j'ai pris mes responsabilités aussi. Et il est tout à fait normal que la Fédération olympique me disqualifie, puisque moi je l'ai dit. J'aimerais savoir pourquoi vous avez laissé le soin à votre fédération de vous défendre et vous ne vous êtes pas défendu vous-même. Parce que le problème ne m'intéressait plus. À partir du moment où j'ai dit que j'arrêtais, j'arrêtais, et ça je l'ai bien précisé d'abord parce que j'en avais assez, que j'avais une carrière bien remplie, que je voulais faire autre chose. Et puis en même temps, j'ai dit certaines vérités. Et vous savez très bien que les vérités sont jamais bonnes à dire. Mais à ce moment-là, ça regardait la fédération, et je dois dire que j'entretiens toujours d'excellents rapports avec la fédération française, notamment avec M. Marmion, Dario qui n'y est plus, mais qui représente toujours le comité européen, et avec Jacques Dudal aussi, que je vais certainement voir très prochainement. Vous êtes maintenant d'ailleurs une vedette du Star System, vous venez de gagner une compétition professionnelle. Est-ce que financièrement vous avez gagné au change? Énormément. Énormément, oui. Un résultat de rugby cet après-midi au Pays de Galles. L'équipe de France B a été battue par les Gallois 24-6, une victoire très nette. Demain, je vous rappelle, France A contre Roumanie. En football, cet après-midi, au tournoi international junior de Monaco, l'équipe de France a été battue 3-0 par l'Union soviétique, un score sans appel. A noter qu'à l'occasion de ce tournoi, plusieurs nouvelles règles du jeu sont mises à l'essai. Chaque année, en effet, à ce tournoi, le football met en évidence à l'attention des juniors de nouvelles règles. D'abord, le mini-corner. Le corner est par définition le coup de pied de coin accordé à l'équipe attaquante. Si le corner classique demeure, le mini-corner, lui, se situe lorsque la balle franchit la ligne de but entre l'un des poteaux de but et la ligne qui délimite la surface de réparation. La balle est tirée, la voici ici, à l'intersection de la ligne de réparation, soit à 16,50 m. 13 buts en 14 matchs ont été marqués l'an dernier à Monaco à la suite de petits corners. Il y a une deuxième règle, remise en jeu de la touche au pied, la touche étant alors considérée comme un coup franc indirect. La loi du hors-jeu peut intervenir à cette occasion. C'est la grande nouveauté du tournoi de Monaco, touche au pied.
Et puis il y a une troisième règle, l'expulsion. L'arbitre peut être amené à expulser temporairement un joueur après lui avoir, dans un premier temps, donné un simple avertissement. Le carton jaune entraîne alors l'expulsion du joueur durant 10 minutes de jeu effectif. À noter que 15 expulsions temporaires ont été prononcées l'an dernier. Espagne, 81 arrestations à la suite de la grève générale organisée hier par les principaux syndicats clandestins pour protester contre les mesures d'austérité. L'ordre de grève a été observé par les ouvriers de l'industrie, mais le mouvement a très peu touché l'ensemble de la population. Les magasins sont restés ouverts et les transports ont fonctionné normalement. Samedi prochain, jour du premier anniversaire de la mort du général Franco, une manifestation réunira à Madrid les fidèles de l'ancien chef de l'État espagnol. Japon, plus de 2000 policiers pour surveiller l'embarquement à bord d'un navire soviétique des pièces détachées du MiG-25 livrées en septembre dernier à la curiosité des Occidentaux par un pilote soviétique transfuge. L'appareil a été examiné à la loupe par des experts américains. Les résultats seraient, dit-on, décevants, mais l'affaire a empoisonné pour un temps au moins des relations russo-japonaises déjà délicates. Après la sécheresse, les inondations. Plusieurs départements du centre et du sud de la France sont inondés, l'Allier et la Loire sont sortis de leur lit et la ville de Digoin en Saône-et-Loire est sous les eaux depuis hier. Dans la Nièvre, plusieurs routes sont coupées et à Saint-Yor dans l'Allier, le niveau de la rivière a plus que doublé en 48 heures. Dans la vallée du Rhône, gendarmes et pompiers ont également été mobilisés, des fermes isolées ont dû être ravitaillées par hélicoptère. Le retour d'un temps plus sec dans le sud-ouest devrait entraîner une amélioration de la situation. En bref, encore 2 policiers marseillais qui fournissaient des armes et de faux papiers à des truands par l'intermédiaire d'un ancien collègue révoqué ont été arrêtés et écroués, ainsi que 3 de leurs principaux clients. Le Goncourt, l'un des principaux prix littéraires de la saison, sera décerné lundi prochain. Chaque année, ce prix, qui représente un débouché commercial important pour un écrivain et son éditeur, est l'enjeu d'une lutte acharnée qui, selon certains, ne tourne pas seulement autour des qualités littéraires des ouvrages. 1976 n'échappe pas à la règle, puisque cette fois-ci, ce sont les éditions du Seuil qui sont en cause, parce qu'elles éditent 2 des 5 livres qui restent en course. Mais que cela ne nous empêche pas de vous faire rencontrer les 5 Goncourables qui vous présentent leur ouvrage. Des sorcières, un prêtre, une Ursuline, un bûcher, au rendez-vous d'une histoire d'amour au XVIIe siècle. C'est une histoire qui est terrifiante, mais qui est très belle aussi. Elle s'est passée dans des lieux que je traverse tous les jours à Aix, et je trouve que ces lieux sont très vivants, très parlants. J'ai eu envie de les reconstituer. Les prêtres de cette époque avaient des mœurs très libres, et je pense que le crime de Gaufridi a été simplement sa liberté de mœurs et d'attitude, et il a payé cela du bûcher. Pour moi, le rôle du romancier n'est pas d'endormir les lecteurs, mais de les réveiller en les aidant à prendre conscience de certains problèmes qui les concernent directement. Des problèmes qui sont ceux de la violence, du pouvoir, de la répression, de la vérité, de la preuve, de l'aveu. Je trouve qu'on rencontre cela dans toute cette histoire. Vous avez le trac avant le Goncourt? Non, j'attends. Les Flamboyants, un roman d'aventures africaines dans la jungle des mots baroques. Les flamboyants dressés déploient leurs armoiries de feu. Floraison immobile, écarlate sur le bleu irréel de l'azur et de la mer. Dites-moi, avez-vous essayé de faire un roman ou de coller ensemble tous les mots étranges du dictionnaire? Ah, pas du tout, non, là, je crois que votre question est très perfide, pas du tout. S'il y a des mots étranges ou inconnus dans mon livre, ça vient de l'Afrique. Mon roman est un roman du verbe parce que mon personnage aime beaucoup parler. Imaginez que vous êtes maintenant devant le jury du prix Goncourt. Que leur diriez-vous pour avoir le prix? Je leur dirais que j'ai écrit un roman d'aventure parce que j'ai toujours été fasciné par les romans d'aventure, un petit peu comme Michel Strogoff ou Les Mines du roi Salomon, et j'ai voulu écrire un roman d'aventure
en Afrique parce que c'est peut-être le pays de l'aventure, du mystère et de l'inconnu. Est-ce que vous pensez que votre roman est le meilleur des 5? Ah, pas du tout, je ne sais pas, non. Je n'ai pas encore lu les autres. Je préfère les lire après. Génie la folle, l'amour d'une enfant pour sa mère, une paysanne journalière enfermée dans son silence. On l'appelait Génie la folle. Elle traversait parfois le village de son pas hâtif, avec au bras son panier en bois contenant toujours le sac de jute qui lui servait de capuchon en cas de pluie. Moi, je courais derrière elle de toutes mes petites jambes. Je pense que l'amour de l'enfant pour sa mère est un amour particulièrement difficile. Imaginez que vous êtes devant le jury du prix Goncourt, là, maintenant. Que leur diriez-vous pour les inciter à voter pour vous? Oh, rien. De voter pour ce qu'ils préfèrent, je crois que je dirais. Je veux dire par là que dès l'instant où les choses... Enfin, on ne peut en vouloir à personne de préférer un autre livre au mien. Et donc, de ce fait, je ne dirai rien. Vous pensez que votre livre est le meilleur des 5? Je n'ai pas lu les autres. Et donc, je n'ai pas pu faire mes votes personnels. Vous aimez bien votre livre? Je l'ai écrit, donc je ne peux pas avoir de regard lucide sur lui. Vous n'arrivez pas à le juger? Non, je ne peux pas le juger. Je peux simplement dire, j'ai écrit exactement ce que je voulais. Dans un Orient rêvé, le conte d'une 1002e nuit. Didier Martin, dans votre roman, vous mélangez toujours le rêve et la réalité. Est-ce parce que vous êtes paresseux? J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Mais surtout parce que j'aime bien à la fois raconter une histoire et en faire en même temps autre chose, travailler un peu sur cette histoire. Et l'Orient me permettait aussi la tradition des conteurs qui peuvent raconter une histoire, la déformer. Imaginez que vous êtes devant le jury du prix Goncourt. Que leur diriez-vous pour qu'ils aient envie de voter pour vous? Rien d'autre. Le livre seul compte. Je vois vraiment pas ce que je pourrais dire, d'autant plus que ça pourrait être à double tranchant, donc... Est-ce que vous croyez que votre livre est le meilleur des 5? J'ai pas lu tous les 5, donc je ne peux rien dire. Et puis, ils sont chacun différents. Vous vous plaisez bien? Jamais assez. Suffisamment pour avoir envie de continuer un autre livre, de commencer un autre livre. Le loup cervier, l'ascension d'un cadre qui lâche le dernier barreau de l'échelle pour survivre. Survivre. Survivre aux demandes d'emploi, aux fiches à remplir, aux tests, aux jeunes loups, aux grosses entreprises, à la hiérarchie et surtout à la sélection. Monsieur Guy Grossi, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans votre livre, vous critiquez le système de sélection. Or vous, en participant au Goncourt, vous faites partie d'un système de sélection. Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose, c'est une douce sélection. Cette année, c'est assez particulier vu qu'il manque 2 jurés et que 4 voix suffisent pour passer. Et ce qui est particulier cette année, c'est que, de ce fait, une maison d'édition se retrouve avec 4 voix parmi les jurés et 2 auteurs sur 5 parmi les candidats. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse obtenir le Goncourt cette année. C'est une question d'arithmétique. Il suffit d'additionner, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4, c'est terminé. Si j'ai bien compris, les éditions du Seuil auront pas mal de chances de remporter le prix Goncourt. La météo, pour terminer. Demain matin, le temps sera en général très brumeux et nuageux. Des gelées se produiront localement dans le centre et le nord-est et des pluies aborderont les côtes de l'Atlantique. Les vents d'ouest seront assez forts. Demain après-midi, les pluies gagneront les régions des Pyrénées à la Manche occidentale. Il neigera en montagne au-dessus de 1000 mètres. Ailleurs, des éclaircies et des nuages alterneront. Les éclaircies seront plus durables dans le midi, où les vents du nord seront forts. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Municipal, Paris donne le coup d'envoi de la campagne. On vote demain dans 7 circonscriptions. Guy Drut conserve sa médaille.
Le prix Goncourt décerné lundi. Dernier journal d'Antenne 2 à 23h25.